observant les étoiles, nous regardons vers le passé. Grâce à l'astronomie, nous pouvons remonter jusqu'à la naissance de l'univers, quand le Big Bang a créé l'espace et le temps. Explorer le cosmos serait impossible sans le télescope, un instrument qu'on ne cesse de perfectionner pour porter notre regard toujours plus loin dans les confins de l'espace. Avec l'invention du télescope au XVIIe siècle, l'astronomie est entrée dans une nouvelle ère. Car ces instruments ont deux avantages par rapport à l'œil humain. Leur grande ouverture capte beaucoup plus de lumière, ce qui permet de repérer des objets très sombres. Et leur longueur offre des niveaux de résolution tellement élevés qu'on peut observer des objets lointains dans le moindre détail. Cette technologie a ensuite connu un progrès majeur au XXe siècle, avec l'apparition des télescopes spatiaux. Dans le ciel, ils ne sont plus gênés par notre atmosphère, qui a tendance à absorber des longueurs d'onde comme les rayons X ou infrarouges. Et parmi tous ceux qui ont été déployés, il y en a un que tout le monde connaît, le célèbre Hubble, un télescope gigantesque qui nous a permis de voir ce que nous ne pouvions qu'imaginer jusque-là. Le télescope spatial Hubble est l'un des plus puissants systèmes d'observation déployés par l'homme. Il détecte l'ensemble des rayons du spectre visible, les rayonnements ultraviolets et les bandes de l'infrarouge proche. Les images qu'il nous restitue sont souvent superposées et colorisées pour améliorer leur rendu. Et elles sont fascinantes. Hubble est l'un des télescopes les plus importants de l'histoire parce que c'est le premier à nous avoir montré l'univers à travers des images accessibles à tous. Tout ce que je sais des régions les plus éloignées du cosmos, je l'ai appris grâce à Hubble. Il nous a permis de découvrir des scènes fabuleuses en illustrant la beauté naturelle de notre monde de manière presque artistique. Il suffit de voir un seul de ces clichés pour être totalement envoûté. Le télescope Hubble nous a montré comment naissent et meurent les étoiles. Grâce à des clichés d'une beauté saisissante, il a aussi révélé l'existence d'amas gazeux et de nuages de poussière. Autant de découvertes qui ont révolutionné notre conception de l'univers. Hubble nous a permis d'observer des régions du cosmos qui étaient totalement inaccessibles auparavant. Les télescopes terrestres ne pourront jamais avoir une telle portée, parce que l'atmosphère limite leur champ de vision. Mais avec les appareils déployés en orbite, nous avons une vue parfaitement dégagée qui nous permet de regarder beaucoup plus loin. Plus de 30 ans après sa mise en service, Hubble scrute toujours le ciel. Ces images continuent de fasciner bien au-delà de la communauté scientifique. Et les progrès immenses accomplis grâce à lui sont à l'origine de nouveaux domaines de recherche astronomique. Les découvertes que nous avons faites grâce à Hubble ont totalement changé notre regard sur l'univers. Nous avons notamment commencé à étudier la spectroscopie de l'atmosphère des planètes. C'est une discipline astronomique qui n'existait pas avant. Et nous avons aussi pu déterminer l'âge de l'univers, qui est d'environ 13,8 milliards d'années. Quand je voyage aux États-Unis et que je passe le contrôle d'immigration, je me présente toujours en tant qu'astronome plutôt que physicien. Et à chaque fois, on me demande ce que Hubble est en train d'observer. C'est dire à quel point nous avons tous été marqués par ce que ce télescope nous a révélé. Hubble restitue des images magnifiques qui fascinent autant les scientifiques que le grand public. 25 décembre 2021. Installé à bord de la fusée Ariane 5, l'instrument optique le plus précis et le plus cher de l'histoire s'envole en direction de l'espace. C'est le télescope James Webb. Au cours du lancement d'un objet dans l'espace, la phase d'insertion en orbite est cruciale. C'est pourquoi nous avons utilisé la fusée Ariane 5 qui nous a apporté un tel niveau de précision que la durée de vie du télescope a été rallongée de 10 ans.
Au départ, on pensait que James Webb serait opérationnel pendant une dizaine d'années. Mais il a été placé en orbite tellement efficacement qu'il n'a pas été nécessaire d'activer les moteurs pour corriger sa trajectoire. Il n'y a donc eu presque aucune consommation d'ergol, ce qui a doublé sa durée de service. Et cette prolongation est entièrement due à l'exactitude du lancement d'Ariane 5. Le déploiement du télescope James Webb doit marquer le début d'un nouveau chapitre de l'exploration spatiale. Il était donc essentiel que la phase de lancement se déroule sans le moindre accroc. C'est très complexe d'envoyer un engin aussi loin parce que quelque chose peut toujours mal tourner. James Webb représente un énorme enjeu scientifique et financier, donc c'était impressionnant de le voir installé au sommet d'Ariane 5. Et le 25 décembre 2021, quand je me suis retrouvé sur la plateforme de lancement et que le décompte a commencé, je dois dire que j'étais très stressé. Le télescope est capable d'observer l'univers encore plus loin et avec davantage de précision que ses prédécesseurs. Une fois dans l'espace, il lui faut plusieurs jours pour déployer ses parties mobiles. Des pièces très complexes, comme le bouclier thermique fabriqué à partir d'un film métallique extrêmement fin, ou le miroir primaire, divisé en 18 segments et mesurant 6,5 mètres de diamètre. Le télescope James Webb sera l'outil le plus important de l'astronomie pendant de longues années. Il permet d'observer des régions très lointaines et de détecter des objets que nous ne pouvions pas voir auparavant. Il peut aussi capter des longueurs d'onde plus grandes, ce qui nous donne l'occasion d'étudier la formation de certaines étoiles ou de repérer des galaxies dont le spectre est particulièrement décalé vers le rouge. Grâce à ses puissants capteurs infrarouges, le télescope peut aussi percevoir des rayonnements thermiques très faibles. Un moyen pour les scientifiques de remonter encore plus loin dans le temps et d'en savoir plus sur les débuts de l'univers. Le miroir primaire est la pièce dont la conception a posé le plus de difficultés aux ingénieurs. Il est divisé en 18 segments, qui ont dû être polis individuellement. Et il est fabriqué à partir de beryllium, un métal rare et très léger, dont la grande rigidité en fait un excellent conducteur de chaleur. Le télescope dispose aussi d'un bouclier thermique unique en son genre. Il s'agit d'une immense voile qui s'est dépliée une fois l'appareil dans l'espace. Cette voile fait la taille d'un terrain de tennis et elle est composée de 5 couches d'une matière particulièrement légère qui a été découpée en tranches aussi fines que du papier. Et une fois déployée, elle protège le télescope de la chaleur en bloquant les rayons du soleil. Il faudra 2 semaines pour que la totalité des instruments soit mise en place. Presque un mois après avoir quitté la Terre, le télescope le plus complexe jamais construit atteint sa destination. Cet observatoire devait nous permettre de remonter jusqu'au Big Bang, pour savoir à quoi ressemblaient les premières galaxies et comment l'univers s'est formé. Nous espérons ainsi découvrir des exoplanètes semblables à la Terre, qui pourraient abriter d'autres formes de vie. James Webb sera peut-être capable de répondre à toutes les questions fondamentales de l'astronomie. Donc, tous les chercheurs veulent y avoir accès. Moi, j'aimerais vraiment qu'il détecte une atmosphère susceptible d'abriter une forme de vie extraterrestre. Le télescope James Webb est stationné très loin de la Terre pour lui permettre de percevoir le rayonnement thermique d'objets extrêmement lointains et pour le tenir à l'écart de toute perturbation. Son orbite se situe à 1,5 million de kilomètres de notre planète, dans une zone où le rapport de force entre les champs gravitationnels du Soleil et de la Terre est à peu près équilibré. Cette situation lui permet de ne pas dévier et donc d'économiser de précieuses quantités de carburant. James Webb a été conçu pour capter encore plus de rayons infrarouges que le télescope Hubble. Il est capable de détecter des rayonnements thermiques extrêmement faibles, et donc de voir encore plus loin dans l'espace. Par exemple, ça nous donne l'occasion d'observer les galaxies dont le spectre est en décalage vers le rouge, car elles se sont formées très tôt dans l'univers. Si nous parvenons à voir les premiers systèmes qui sont apparus après le Big Bang, nous pourrons aussi voir au-delà de toutes les galaxies qui nous entourent.
Cela nous permettrait d'observer l'espace vide que l'univers n'a pas encore occupé. Ce serait un progrès phénoménal pour l'astronomie, qui pourrait changer radicalement notre vision du monde. Les premières images transmises par le télescope suffisent à convaincre les scientifiques qu'il sera bientôt à l'origine de découvertes révolutionnaires. Les plus vieilles galaxies détectées par Hubble sont apparues environ 500 millions d'années après le Big Bang. Grâce à ses capacités, James Webb devrait donc identifier des structures cosmiques encore plus anciennes. Cette quête sera l'une de ses principales missions pendant de nombreuses années. On attend énormément des images qu'il va nous fournir, parce qu'elles devraient nous permettre de remonter jusqu'aux origines de l'univers. Selon nos estimations, nous devrions pouvoir observer les toutes premières galaxies, qui sont apparues 300 millions d'années après le Big Bang. Si c'est le cas, nous découvrirons comment ces structures se sont formées. Et c'est une prouesse extraordinaire d'avoir réussi à construire un instrument aussi performant. Le niveau de précision des images fournies par James Webb est sans précédent. Une qualité qui permet d'observer en détail des galaxies parfois situées à des milliards d'années-lumière de notre planète. Il nous aide aussi à mieux voir ce que l'astronomie moderne appelle les piliers de la création, des colonnes de gaz et de poussière situées dans la nébuleuse de l'Aigle. Le télescope James Webb se démarque par sa capacité à voir très loin dans l'infrarouge. L'être humain ne perçoit que les longueurs d'onde appartenant au spectre visible. Les rayons infrarouges vont beaucoup plus loin et ne peuvent pas pénétrer l'atmosphère. Il faut donc être dans l'espace pour les détecter. Maintenant, voyons pourquoi l'infrarouge est un rayonnement aussi important en astronomie. Commençons par imaginer une galaxie qui se trouve à 1 milliard d'années-lumière de nous et qui émet une partie de sa lueur dans le spectre visible. Cette lueur va mettre 1 milliard d'années pour atteindre la Terre, où elle sera perçue par notre œil. Et pendant que cette lumière voyage vers nous, on sait que l'univers s'agrandit. Quand elle atteint notre œil, sa longueur d'onde est donc beaucoup plus grande qu'au départ. Et à cause de cet allongement, son spectre se décale progressivement vers l'infrarouge. Donc, si une galaxie se trouve à 2 milliards d'années-lumière de la Terre et qu'elle émet elle aussi une lueur dans le spectre visible, sa longueur d'onde aura été encore plus étirée en atteignant notre œil. Conséquence, son décalage vers l'infrarouge sera encore plus prononcé. Ce qui veut dire que plus nous regardons vers le passé, plus nous avons besoin d'arriver à voir les rayonnements infrarouges. Et c'est là que le télescope James Webb entre en jeu. Si l'espace reste l'environnement idéal pour capter les rayonnements infrarouges, il est également possible de les voir depuis la stratosphère. L'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge, dit SOFIA, est un Boeing 747 doté d'un télescope de 2,5 mètres de diamètre. Et l'avion porteur est capable de voler au-dessus des couches atmosphériques qui empêchent de capter les rayons infrarouges. Il y a des objets qu'on ne peut détecter qu'à partir de leur rayonnement thermique, car ils n'émettent aucune lumière visible. Mais en analysant leur rayonnement infrarouge, on obtient des informations qui nous aident à les identifier. Ça nous permet par exemple de découvrir des étoiles ou des planètes extrêmement lointaines, ou de repérer des nuages de gaz ou de poussière qui n'émettent aucun rayonnement dans le spectre visible et qui sont trop denses pour laisser passer la lumière d'une étoile. L'astronomie infrarouge nous permet donc de détecter ces nuages, mais aussi de voir ce qu'ils dissimulent. SOFIA est un projet mené conjointement par le DLR, le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, et la NASA. Le télescope installé à bord de l'avion est notamment utilisé pour étudier le champ magnétique des galaxies. Il a également permis d'identifier la toute première molécule de l'univers, que les scientifiques recherchaient depuis très longtemps, un ion d'hydrure d'hélium, apparu il y a près de 14 milliards d'années.
Grâce à l'infrarouge, on est capable de faire toutes sortes de choses. Analyser la répartition de matière et les émissions des galaxies proches de la nôtre. Comprendre comment se sont formés les bras spiraux de certains systèmes et les étoiles qui s'y trouvent. Voir les régions où il n'y a pas d'étoiles et celles où les collisions d'objets sont fréquentes. Ou encore en savoir plus sur les restes de supernovas. La technologie infrarouge de l'observatoire SOFIA n'est pas uniquement utilisée pour scruter les régions lointaines de l'univers. Elle a également permis de détecter la présence de molécules d'eau dans des régions de l'hémisphère sud de la Lune, qui ne sont pas constamment plongées dans l'obscurité. Les données collectées par le télescope ont montré qu'il y a aussi de l'eau en dehors des deux pôles de la Lune, qui ne sont jamais éclairés par le Soleil. Il devrait donc être possible d'extraire de l'eau dans des régions où les astronautes peuvent facilement accéder. Après 12 ans de service, SOFIA décolle pour la dernière fois le 29 septembre 2022. Au total, l'avion aura effectué 732 missions pour tenter de répondre aux questions les plus fondamentales de la science. Comment la vie est-elle apparue? Sommes-nous réellement seuls? Comment fonctionne l'univers? Ces questions obsèdent les scientifiques et les philosophes depuis toujours. Parce que le besoin de comprendre est l'une des caractéristiques de l'être humain. L'astronomie infrarouge a révolutionné notre manière d'observer le ciel. Grâce à elle, les scientifiques peuvent enfin voir à travers des nuages de poussière cosmique et étudier des événements majeurs de l'histoire de l'univers. Si vous regardez le ciel un soir où la Voie lactée est visible et que vous êtes très attentif, vous remarquerez peut-être des taches noires. Avant, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'espaces vides où il n'y a absolument aucune étoile. Mais aujourd'hui, on sait que ce sont des nuages moléculaires. Ils sont composés de minuscules particules de poussière qui ne font que quelques micromètres. On sait aussi qu'il s'agit d'une poussière de silicate, de carbone et d'autres matières. Et grâce à la technologie infrarouge, nous pouvons voir à travers ces nuages. Donc, plus un télescope va loin dans le rouge et capte de grandes longueurs d'onde, mieux nous arrivons à observer ce qu'il y a derrière toutes ces couches de poussière. Et l'infrarouge nous permet aussi de détecter des objets qui ont une température faible, comme les étoiles très froides formées à partir de ces nuages. La NASA a envoyé le télescope TESS dans l'espace dans un but précis. Identifier les exoplanètes en orbite autour d'étoiles situées à un maximum de 300 millions d'années-lumière de la Terre. Il couvre 85% du ciel, qui est divisé en segments observés les uns après les autres. Pour trouver de potentielles exoplanètes, le télescope utilise aussi la méthode du transit. Ce procédé permet de détecter toute variation du rayonnement lumineux d'une étoile qui pourrait signaler la présence d'un gros objet dans son orbite. En 2019, c'est au tour du télescope Khéops d'être mis en service. Sa mission consiste à étudier les différentes exoplanètes qui ont été découvertes. Pour ce faire, il se base aussi sur la méthode du transit afin de déterminer leur taille, le type de planète dont il s'agit et la présence ou non d'une atmosphère. Un moyen pour les scientifiques d'en apprendre plus sur nos propres origines. Il suffit de regarder le ciel pour se demander ce qu'il s'y passe. Et en général, cette question en amène d'autres. D'où vient la vie? Et vers où nous conduit-elle? Comment devons-nous concevoir la Terre par rapport au reste de l'univers? Tous les instruments scientifiques que nous construisons sont là pour nous aider à comprendre tout ça. Car l'homme a toujours été animé par ce désir d'obtenir des réponses aux questions fondamentales qu'il se pose. Les télescopes spatiaux modernes ouvrent une nouvelle fenêtre sur le cosmos. Ils permettent aux scientifiques d'observer les confins de l'univers et de remonter le temps jusqu'aux origines de notre monde. Comme nous l'avons vu, il est très utile d'envoyer nos télescopes loin de la Terre, car notre atmosphère absorbe certains rayons ayant des formes d'autres. Dans l'espace, ces instruments nous permettent d'obtenir des images beaucoup plus nettes et nous offrent une vue du ciel à presque 360 degrés.
Mais ces dispositifs ont aussi des inconvénients. Par exemple, les télescopes infrarouges ont beaucoup de mal à refroidir, ce qui a tendance à limiter leur durée de vie. Il est aussi très difficile d'entretenir ou de réparer ces appareils. Ils doivent donc être aussi durables que possible, ce qui rend leur construction particulièrement onéreuse. Le déploiement de télescopes dans l'espace n'est donc pas près de supplanter la construction de grands observatoires sur Terre. Dans quelques années, l'œil artificiel le plus grand de l'histoire verra le jour dans le désert d'Atacama au Chili. Le télescope géant européen, ou ELT, est un projet lancé par l'Observatoire européen austral. Grâce à un miroir gigantesque de 39 mètres de diamètre, il devrait être capable de remonter aux origines de l'univers. Il pourra aussi observer des galaxies éloignées de manière beaucoup plus précise, détecter des exoplanètes et examiner leur atmosphère pour y chercher des traces de vie. Il sera équipé d'un instrument appelé METIS. Grâce à lui, nous obtiendrons des spectres lumineux de très haute qualité. Cela nous permettra de mieux observer les atmosphères de certaines exoplanètes, d'y détecter des mouvements ou d'analyser les variations de température. Donc, si nous avons la chance de découvrir une planète semblable à la Terre, nous pourrons l'examiner de près. En raison de l'aridité de son climat, de la hauteur de ses sommets et de l'absence de pollution lumineuse, le désert d'Atacama est un environnement idéal pour construire d'immenses télescopes. Et c'est sur le mont Cerro Amazones, dans la région d'Antofagasta, que le nouveau télescope est en train d'être construit. Le miroir primaire de l'ELT est divisé en presque 800 segments individuels. Ils sont fabriqués à partir d'une vitrocéramique capable de conserver sa forme initiale, même soumise à de fortes variations de température. L'énorme quantité de lumière qu'ils capteront sera ensuite envoyée vers 4 miroirs annexes, qui permettront d'affiner la qualité des images transmises. Une fois la construction du télescope géant européen terminée, le désert d'Atacama deviendra le nouveau centre mondial de l'astronomie optique. L'être humain a toujours été fasciné par le ciel nocturne. Mais la vraie question, c'est d'où vient cette fascination? Personnellement, je pense qu'elle est directement liée à notre besoin de savoir d'où nous venons, où nous allons et comment l'univers est né. Au départ, il n'y avait rien de bien intéressant dans l'espace créé par le Big Bang. Mais des galaxies et des étoiles ont fini par se former et la vie est apparue, sur Terre et peut-être ailleurs. Et je pense que c'est le besoin de remettre tous ces événements dans leur contexte qui nous obsède. Les premiers télescopes de grande taille sont apparus à la fin du XIXe siècle. Fabriqués à partir d'énormes lentilles réfractrices, ils sont installés dans de véritables temples de l'astronomie. Mais c'est au XVIIe siècle que le premier télescope à proprement parler est inventé par Hans Lippershey, un opticien néerlandais. Galilée sera le premier scientifique à l'utiliser pour observer le ciel. Ses découvertes révolutionnent l'astronomie et la manière dont l'homme perçoit le monde. Il a fallu attendre que Galilée pointe son télescope vers les étoiles pour que l'astronomie commence enfin à se transformer en une discipline purement factuelle. Des chercheurs comme Tycho Brahe avaient déjà proposé des théories proches de la réalité. Mais Galilée est le premier à avoir vu des objets qui n'étaient pas en orbite autour de la Terre, ce qui était contraire aux croyances de l'époque. Il s'agissait des lunes de Jupiter, qu'il n'aurait jamais pu observer sans l'aide d'un télescope. Et pour moi, il s'agit du moment fondateur de l'astronomie moderne. L'Observatoire européen austral avait déjà choisi le désert d'Atacama pour construire le très grand télescope, ou VLT. Il est composé de 4 télescopes principaux, dont les miroirs font 8,2 mètres de diamètre, et de 4 télescopes auxiliaires, dont les miroirs mesurent 1,8 mètres de diamètre. Ces instruments peuvent être combinés pour obtenir une résolution angulaire 25 fois plus précise que celle de chaque appareil pris individuellement. Mais l'atmosphère terrestre reste un problème.
Les télescopes étant conçus pour capter la lumière, le fait que notre atmosphère bloque certains rayons rend les images assez floues. Construire des appareils de plus en plus grands devrait résoudre ce problème. Car d'un point de vue théorique, plus l'ouverture d'un télescope est large, plus l'image sera nette. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose, puisque l'atmosphère continue de filtrer les rayons. Donc il faut trouver un moyen de libérer le chemin optique de la lumière captée. Et la solution, c'est de projeter des étoiles guides dans la mésosphère à l'aide de rayons laser. Leur scintillement artificiel permet aux télescopes modernes d'éliminer la grande majorité des perturbations atmosphériques grâce à des systèmes d'optique adaptative. Les scientifiques peuvent ainsi exploiter toute la puissance des télescopes terrestres et de leurs miroirs gigantesques. Les fusées sont nécessaires pour déployer un objet dans l'espace, mais elles ne sont pas toujours fiables et les lancements coûtent très cher. Heureusement, on peut obtenir des images de bonne qualité depuis la Terre grâce aux très grands télescopes. Bien sûr, ils ne sont pas aussi sensibles que James Webb, par exemple, et ils ne peuvent être utilisés que de nuit. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore les moyens d'envoyer des appareils aussi gigantesques dans l'espace. En 2014, la construction d'un autre super télescope a commencé sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Nommé télescope de 30 mètres ou TMT, il pourrait devenir l'un des principaux outils de l'astronomie. Mais il n'est pas certain que l'observatoire puisse voir le jour. En effet, les populations autochtones s'opposent à sa construction. Cependant, une chose est certaine, chaque nouvel instrument sera plus grand que le précédent. Chaque dispositif optique est soumis à la limite de diffraction, due au fait que la lumière captée par un appareil passe forcément par une ouverture. Et à cause de ce phénomène, il y a un niveau de résolution maximale qu'on ne peut pas dépasser. Mais nous sommes encore loin d'avoir atteint cette limite. Plusieurs observatoires ont déjà été construits sur le Mauna Kea. Le plus connu est le WM Keck, et ces deux dômes abritant les télescopes Keck 1 et Keck 2. Grâce à leur niveau de résolution élevé, à leur capacité de mesurer les ondes par interférométrie quand ils sont utilisés ensemble, mais aussi à l'environnement idéal qu'offre le volcan hawaïen, les télescopes Keck parviennent à distinguer des objets très lointains. Ils sont notamment à l'origine de la découverte des plus anciennes galaxies connues de l'homme, ainsi que du mouvement des étoiles. Un constat qui a permis de prouver l'existence d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie. La pollution lumineuse est le pire ennemi des télescopes. Elle vient principalement de l'éclairage artificiel des zones urbaines. C'est pourquoi tous les grands télescopes sont construits à l'écart des villes, souvent au sommet des montagnes. Ça n'est pas le cas des observatoires publics qui ont besoin d'être au plus près des villes pour attirer le plus de visiteurs possible. Car il suffit souvent d'admirer Jupiter et ses lunes à travers un télescope pour se découvrir une passion pour l'astronomie. Ce spectacle est là, devant nos yeux. Ça n'a rien à voir avec les images qu'on peut voir à la télévision. Et l'astronomie est un domaine où même les amateurs peuvent faire des découvertes incroyables, car en observant le ciel, certains tombent parfois sur des objets inconnus jusque-là. Et c'est ce qui est arrivé avec la comète interstellaire Borisov, qui tient son nom de l'astronome amateur qui a été le premier à l'observer. Le spectacle que nous offre le ciel nocturne ne fascine pas seulement les scientifiques. Pour aider le grand public à mieux comprendre les splendeurs de l'univers, des centres dédiés à l'exploration et à la découverte du ciel sont ouverts à partir de la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, les villes du monde entier accueillent des observatoires publics et des planétariums. Ce sont des endroits merveilleux. Vous pouvez admirer un ciel étoilé et on vous donne des explications passionnantes sur ce que vous voyez. Nous rêvons tous d'explorer et de comprendre ce monde inconnu. Cette fascination pour le ciel est très présente chez tous les publics. Les enfants et les jeunes, bien sûr, mais les adultes aussi. Donc, on doit pouvoir leur expliquer et leur montrer l'origine et le fonctionnement des phénomènes célestes. C'est le meilleur moyen de susciter un intérêt pour l'espace. Les observatoires publics sont souvent liés au programme STEM, qui cherche à ouvrir les jeunes à la science, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques. Car c'est parmi eux que se trouvent les astrophysiciens et les astronautes de demain.
Les observatoires publics sont généralement animés par des passionnés d'astronomie qui savent partager leurs connaissances pour que l'espace ne soit pas un monde uniquement réservé aux scientifiques. Le 1er juillet 1989, l'observatoire Urania ouvre ses portes à Berlin. La capitale allemande abrite aussi l'observatoire Archenhold, où se trouve le plus grand télescope réfracteur du monde. Le centre a été construit en 1896 dans le cadre de l'exposition industrielle de Berlin. Il doit son nom à Friedrich Simon Archenhold, l'astronome allemand à l'origine du projet. Je trouve que les observatoires publics symbolisent parfaitement l'immense fascination que ce domaine suscite. Il y a beaucoup de personnes qui consacrent une grande partie de leur temps libre à l'astronomie, alors que ce ne sont pas des chercheurs professionnels. Et quand je suis invité à donner des conférences dans ce genre d'institution, je suis toujours impressionné par l'enthousiasme des gens venus m'écouter. Les planétariums et les observatoires publics sont d'excellents moyens de rendre l'univers accessible au grand public. Ils offrent un cadre idéal pour découvrir et comprendre l'immensité de notre monde à travers un voyage dans l'espace et dans le temps qui ne serait pas envisageable sans les télescopes. Le télescope est l'outil dont nous avons besoin pour découvrir l'histoire de l'univers. Si vous demandez à un physicien comment il fait pour savoir ce qu'il s'est passé il y a des millions d'années, il vous répondra simplement qu'il regarde le ciel. Tout ce qu'on voit dans l'univers est plus ou moins ancien. Il faut par exemple 8 minutes pour que la lumière du Soleil atteigne la Terre. Donc, nous ne voyons pas le Soleil tel qu'il est actuellement, mais comme il était il y a 8 minutes. Ce qui veut dire que s'il disparaissait, on ne s'en rendrait pas compte tout de suite. Et c'est pareil pour tout ce qu'il y a dans le cosmos. Observer un ciel étoilé, c'est regarder le passé. Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche de nous, se trouve à 4 années-lumière du Soleil. Donc il faut environ 4 ans pour que la lumière qu'il émet nous atteigne. Et si nous regardons encore plus loin, et que nous observons des étoiles qui sont à 100 000 années-lumière du Soleil, nous les voyons telles qu'elles étaient il y a 100 000 ans. Donc, quand nous tournons notre regard vers le ciel, nous contemplons le passé du cosmos. Observer le passé, mais aussi l'avenir. Telle est l'expérience que propose Supernova, le planétarium installé au siège de l'Observatoire européen austral près de Munich. Le centre a été construit pour que le grand public ait accès aux connaissances acquises par les astronomes et par les scientifiques depuis des dizaines d'années. L'attraction principale est un dôme abritant un planétarium entièrement numérique. Un système développé sur mesure projette une voûte céleste virtuelle sur l'ensemble des parois internes du dôme. Le public peut donc profiter de la reconstitution d'un ciel nocturne parfaitement dégagé. Les projecteurs utilisés sont de véritables chefs-d'œuvre d'optomécanique. La fibre optique qu'ils renferment permet d'afficher toutes les étoiles du firmament, tandis que d'autres mécanismes sont utilisés pour montrer les différents corps du système solaire. Les spectateurs peuvent aussi découvrir l'évolution du ciel nocturne au fil du temps, ainsi que les régions les plus fascinantes de l'univers. Un voyage merveilleux à travers les galaxies, les nébuleuses ou les amas stellaires. Nous vivons dans une société qui a tendance à se détacher du monde dans lequel elle vit. Nous faisons de moins en moins attention aux choses qui ont fasciné l'être humain pendant si longtemps. Mais les planétariums et les observatoires sont un bon moyen de retrouver le plaisir d'explorer. Ces centres nous permettent non seulement de voyager à travers l'univers, mais aussi de changer notre regard sur le monde. Car en contemplant l'immensité de cet univers en constante expansion, nous prenons conscience de la fragilité de notre planète et de la vie qu'elle abrite. L'astronomie s'intéresse aux questions les plus fondamentales que se pose l'être humain. Comment l'univers est-il structuré? Comment s'est-il formé? Que savons-nous et surtout qu'ignorons-nous? De tous les outils dont sont dotés la science pour tenter d'y répondre, les télescopes sont sans doute les plus importants.
Ces instruments à la pointe de la technologie permettent aujourd'hui de sonder toutes les longueurs d'onde. Certains sont même capables de percevoir le spectre des radiofréquences émises par les corps célestes. La radioastronomie est très utile pour 3 raisons. La première, c'est que les ondes radio mesurent environ 1 mètre, ce qui est assez long. Et nous savons que plus une onde est grande, plus elle nous permet de remonter dans le temps. La deuxième, qui est peut-être la plus importante, c'est que notre atmosphère ne bloque pas ces ondes. Donc, pas besoin d'être dans l'espace pour les détecter. Ce qui nous amène à la 3e raison. En utilisant plusieurs radiotélescopes terrestres simultanément, il est possible d'obtenir des images de très haute qualité. Et c'est justement grâce à cette méthode que nous avons récemment pu observer la toute première image d'un trou noir. Le 10 avril 2019, un cliché historique est publié dans le monde entier. L'Event Horizon Telescope, un réseau de radiotélescopes terrestres, vient de restituer la première image d'un trou noir et de ses compagnons. Un exploit rendu possible par l'interférométrie, une technique consistant à utiliser plusieurs télescopes simultanément. Pour ce faire, l'Event Horizon s'appuie sur un réseau d'instruments répartis aux 4 coins du globe. Les radiotélescopes ne travaillant pas dans le spectre visible, les signaux qu'ils transmettent sont traités de manière à les transformer en images de couleur. Le trou noir en question se trouve au cœur de la galaxie Messier 87, dans la constellation de la Vierge. Il est situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre. L'interférométrie nous a permis d'obtenir une image fantastique. Il vaut mieux éviter de dire qu'il s'agit de la photo d'un trou noir, puisque techniquement, on ne peut pas photographier ce genre d'objet. En réalité, nous ne voyons qu'une image de son ombre, car le trou noir en lui-même n'émet aucun signal. Quant à la lumière qu'on peut observer autour, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion, une structure qui est tordue par la force gravitationnelle émanant du trou noir. Ce dernier n'est donc pas directement visible sur l'image, mais on peut tout de même observer son ombre. Les astronomes continuent de s'intéresser à Messier 87. Les données qu'ils ont réunies au cours de ces dernières années leur permettent d'en savoir plus sur les différents états de ce gigantesque trou noir. Grâce à l'Event Horizon, l'étude de ces objets a donc fait un bond en avant, après avoir longtemps été cantonnée à des approches théoriques. Jusqu'en 2019, le fait qu'on puisse un jour obtenir une image d'un trou noir depuis la Terre me paraissait totalement impossible. Mais l'Event Horizon Telescope y est parvenu, et le résultat est fantastique. Ça montre d'ailleurs ce qu'on est capable d'accomplir quand tous les pays coopèrent. Parce que cette image n'aurait jamais vu le jour si les différents acteurs n'avaient pas réussi à collaborer efficacement. Comme toutes les galaxies, la Voie lactée possède elle aussi son trou noir. Nommé Sagittarius A étoile, il se trouve à 27 000 années-lumière de la Terre. Le 12 mai 2022, les chercheurs d'Event Horizon publient une image de ce mystérieux objet qui occupe le cœur de notre galaxie. Ce nouvel exploit du réseau de radiotélescopes permet de confirmer que Sagittarius A étoile est bel et bien un trou noir supermassif. Cette image est aussi un triomphe pour la physique théorique, car elle a confirmé la théorie de la relativité générale énoncée par Einstein en 1915. C'est fantastique qu'une centaine d'années après, nous ayons été capables de confirmer, grâce à des observations, ce qu'il avait avancé en se basant sur des calculs mathématiques. Nous avons également découvert que le champ gravitationnel qui émane de ce trou noir est si tumultueux qu'on peut mesurer son activité. Et là aussi, c'est exactement ce qu'avait supposé Einstein, ce qui est vraiment fascinant. La radioastronomie a d'autres applications que la recherche de trous noirs.
Les télescopes utilisés dans ce domaine sont si puissants qu'ils ont permis de déterminer la répartition de l'hydrogène dans notre galaxie. Et les chercheurs ont pu confirmer la structure en spirale de la Voie lactée. Les radiotélescopes sont particulièrement efficaces pour observer les masses froides d'hydrogène. Un moyen pour les scientifiques d'en savoir plus sur les structures de l'univers. Observer ces nuages leur permet notamment de comprendre comment les premières galaxies se sont formées ou la répartition des étoiles. Le plus puissant des télescopes capables d'observer les corps froids du cosmos est l'ALMA, ou grand réseau d'antennes millimétriques et submillimétriques de l'Atacama. Ces antennes peuvent être positionnées et utilisées ensemble de manière à former un gigantesque interféromètre dont le diamètre varie selon les besoins. L'ALMA est installé sur l'un des plateaux du désert d'Atacama, à 5000 mètres d'altitude. Avec l'ALMA, les scientifiques ont poussé la radioastronomie jusqu'à l'extrême. Le réseau que forment les 66 télescopes est si puissant qu'il est capable d'observer les débuts de l'univers, une époque représentée par le bord de l'image que vous voyez derrière moi. Mais ce n'est pas la seule application de l'ALMA. En effet, cet observatoire nous permet de voir les structures froides du cosmos. Leur faible température indique qu'elles sont relativement récentes. Et on sait par exemple que les systèmes planétaires ou les premières molécules biologiques se sont formées dans des milieux froids. C'est donc un excellent moyen de comprendre comment la vie est apparue dans l'univers. Pour obtenir des images très précises de notre galaxie, l'Agence spatiale européenne lance la sonde Gaia en 2013. Le satellite embarque une caméra numérique dotée de 106 capteurs électroniques à très haute sensibilité. Au total, le niveau de résolution de ce système approche le milliard de pixels. Grâce à 2 télescopes, cette caméra peut donc scanner l'emplacement, le mouvement et la luminosité de 2 milliards d'étoiles appartenant à la Voie lactée. L'objectif de cette mission est d'identifier une partie des astres se trouvant dans notre galaxie. Grâce aux données qu'elle récolte, la sonde peut ainsi établir une cartographie précise des régions situées à proximité du système solaire. Gaia nous permet de prendre un grand nombre de mesures, qu'il s'agisse de la répartition de la poussière cosmique dans la Voie lactée ou de la distance exacte entre la Terre et certaines étoiles. Elle nous permet aussi de savoir à quel point certains astres sont décolorés à cause de la poussière ou de créer des plans tridimensionnels de certaines régions. C'est notamment le cas du bras spiral d'Orion. Avant, il était cartographié en 2 dimensions à partir d'observations faites depuis la Terre, alors qu'aujourd'hui, nous pouvons nous baser sur des données beaucoup plus précises pour connaître la géographie de cette région. Gaia peut également identifier une variété de corps célestes. Elle a par exemple recensé près de 170 000 astéroïdes dans notre système solaire. Les données recueillies permettent aussi aux scientifiques de mieux estimer l'âge des étoiles de la Voie lactée. Des indications très utiles pour en savoir plus sur les origines de l'univers. Plus nous regardons loin dans l'espace, plus nous remontons dans le temps. Et en observant des régions extrêmement distantes de la nôtre, nous pouvons voir que l'univers était beaucoup plus petit au départ. Il y a d'ailleurs un stade que nous ne pouvons pas dépasser, car nous atteignons des époques où le cosmos n'était qu'un amas de particules très chaudes. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'émettre des hypothèses sur cette période. L'histoire de notre monde a commencé avec le Big Bang, il y a environ 14 milliards d'années. Face à l'immensité de l'univers, il a longtemps semblé impossible de déterminer sa forme et son avenir. Mais en 1964, les réponses à ces questions ont été découvertes grâce à un radiotélescope et à un heureux hasard. Robert Wilson et Arno Penzias, 2 physiciens américains, sont alors en train d'étudier les sources radio de la Voie lactée. Mais les signaux captés par leur antenne sont pollués par un léger sifflement. Et les 2 hommes finissent par comprendre qu'il s'agit d'un rayonnement micro-ondes cosmologique. Sans le vouloir, ils viennent de découvrir le fond diffus cosmologique, un vestige d'une époque où le monde n'en était encore qu'à ses débuts.
Différents télescopes spatiaux ont ensuite montré que la longueur d'onde de ce rayonnement électromagnétique varie légèrement suivant la direction dans laquelle il est observé. Grâce aux mesures de ce fond cosmologique, les scientifiques déduisent que l'univers est un espace courbé. Et au mois d'avril de l'an 2000, ils confirment aussi qu'il est plat et s'étend à l'infini. La découverte du fond diffus cosmologique représente un tournant majeur dans l'exploration du cosmos. Et il y a plusieurs années, l'astronomie a connu un progrès similaire avec la détection des ondes gravitationnelles. Ces ondes sont fascinantes, car ce ne sont pas des oscillations situées dans l'espace. Non, ce sont des vibrations de l'espace-temps lui-même. Mais comment se forment-elles? Elles peuvent provenir de la collision et fusion de deux étoiles à neutrons, ou bien pire, de la collision et fusion de deux trous noirs. Alors, comment observer ce phénomène? Les télescopes sont incapables de percevoir ces oscillations. Ce qu'il faut, c'est mesurer la distance exacte entre deux capteurs au niveau subatomique. En 1916, Albert Einstein émet l'hypothèse de l'existence d'ondes gravitationnelles en s'appuyant sur la théorie de la relativité générale qu'il a publiée quelques mois plus tôt. Il faudra presque 100 ans pour que sa théorie soit prouvée. Le 14 septembre 2015, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles LIGO, installé aux États-Unis, détecte des oscillations de ce type. Le 14 septembre 2015, des scientifiques venaient d'achever les travaux pour améliorer la sensibilité de l'interféromètre de l'observatoire. Comme c'étaient les dernières personnes de la journée à travailler sur cette installation, ils ont activé un mode de détection automatique, capable de percevoir des bruits très faibles. Et entre 3/4 d'heure et 1 heure après leur départ, les capteurs ont enregistré un signal qui ne laissait planer aucun doute. Les ondes gravitationnelles sont des oscillations de l'espace-temps provoquées par certains cataclysmes cosmiques. C'est notamment le cas lorsque deux trous noirs supermassifs entrent en collision. La violence du choc donne naissance à des ondes qui parcourent alors 1,3 milliard d'années-lumière avant d'atteindre la Terre. En mesurant un changement dans la longueur de deux faisceaux laser, les deux interféromètres à l'origine de la découverte ont donc pu détecter des oscillations. En 2032, l'Agence spatiale européenne devrait mettre en service un nouvel observatoire d'ondes gravitationnelles. Nommé LISA, il sera déployé dans l'espace loin de toute perturbation terrestre. Et son faisceau laser aura une portée beaucoup plus grande. Les deux bras de l'interféromètre du LIGO font 4 km de long et celui du Virgo en font 3. Mais dans l'espace, il n'y a pas de contraintes géographiques. Les capteurs de LISA pourront donc former un triangle équilatéral dont chaque côté s'étendra sur 2,5 millions de kilomètres. L'interféromètre sera donc beaucoup plus puissant et pourra détecter des fréquences très faibles. Un rayon laser sera émis par le capteur principal de l'observatoire LISA et se réfléchira sur les deux autres sondes. La distance qui les sépare sera donc mesurée en permanence, ce qui permettra de détecter le passage d'ondes gravitationnelles. Grâce au progrès des technologies utilisées par les télescopes modernes, nous observons les confins de l'univers comme jamais auparavant. Ces instruments sont si puissants qu'ils nous permettent même de remonter jusqu'aux origines du cosmos. Nous sommes aussi déterminés à percer les secrets de nos origines, parce que nous voulons savoir si l'univers n'est que le fruit du hasard ou s'il s'agit d'une succession logique d'événements. Car la science, comme la philosophie, tente de répondre à des questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et depuis quelques décennies, les télescopes modernes nous apportent des réponses de plus en plus précises à ces interrogations. Un télescope est comme une machine à remonter le temps. Grâce à cet instrument, les astronomes percent progressivement les mystères de notre monde. Qu'il s'agisse de la formation des étoiles et des planètes, de la présence de systèmes stellaires au sein des galaxies ou des nuages de gaz et de poussière qui dérivent dans l'espace, l'étude de tous ces phénomènes nous aide à mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Les scientifiques développent donc des systèmes de plus en plus perfectionnés, avec lesquels ils peuvent scruter les profondeurs du cosmos. Car plus les capacités de nos télescopes s'améliorent, plus notre regard se rapproche de l'instant où tout a commencé.
Et derrière cette volonté de remonter jusqu'à la création de l'espace et du temps, se cache le profond désir de connaître l'origine de notre existence.